Alors, navré, effectivement, j'ai eu un petit souci technique, comme quoi la technologie maîtrise demande d'être un petit peu maîtrisée, ce qui n'est pas forcément toujours le cas quand on veut se rapprocher de la nature. Alors, malheureusement, je reprends du coup cette très belle présentation de la famille Guillaume, qui aura on aura le plaisir d'être accompagné par François Guillaume, vraiment le pépiniériste avec lequel je travaille depuis mon installation en 2013, une entreprise familiale passionnée qui maîtrise vraiment le savoir-faire de la production de plants. Et vraiment, c'est une fierté de travailler et d'avoir des gens au sein de notre filière comme ça. Thibaut Hubert, vraiment difficile de présenter toute son implication au sein de la filière également, précurseur de la viticulture biodynamique en Côte-de-Beaune, vigneron à Puligny, Meursault, Volnay, et son engagement au sein de la profession est allé même jusqu'à de prendre la tête de la présidence de la CAVB, la Confédération des appellations des vignerons de Bourgogne, avec un travail remarquable qui est entrepris depuis sa prise de position. Et donc Thibaut aura aussi le plaisir de nous accompagner pendant cette conférence. Très brièvement donc sur le domaine, je passe rapidement. Œnologue diplômé en 2011 en Suisse, et les valeurs du domaine vont contre l'industrialisation des cultures, la standardisation des goûts, l'utilisation de chimie pour compenser l'évolution naturelle du vivant. Et du coup, de plus en plus, on essaye de revenir au domaine à un accompagnement naturel des espèces au sein de leur environnement. Le thème de ce soir, la viticulture, l'histoire de la vigne et de la viticulture. Alors voilà, on va reprendre l'histoire jusqu'à à peu près moins 400 000 ans, on va remonter jusqu'à moins 10 000 ans. Ensuite, l'homme va gentiment domestiquer la vigne. Il va y avoir le grand bouleversement avec l'arrivée de parasites et de ravageurs comme le phylloxéra, le mildiou et l'oïdium. Et ensuite, nous pourrons répondre aux questions que vous avez posées et débattre aussi des thématiques que j'aborderai en fin d'exposé avec Thibaut et François. Alors, comment ça se passe de moins 400 000 ans à moins 10 000? Bon, déjà, c'est intéressant de reprendre l'échelle d'évolution de notre planète qui a plus de 4 milliards d'années, et l'être humain qui est quand même beaucoup plus jeune. L'Homo sapiens remonterait à moins 400, moins 300 000 ans. Voilà, notre espèce représente quand même pas lourd. Le premier fossile de vigne, on l'aurait retrouvé apparemment à peu près moins 1 milliard d'années. Et ce qu'il est intéressant de voir, c'est que donc, depuis moins 450 000 ans, on a réussi à suivre avec des carottes glaciaires et à confirmer une hypothèse scientifique qui est celle de Milankovitch. Et c'est vraiment intéressant de prendre ces diagrammes parce qu'on voit au fil de moins 450 000 ans jusqu'à nos jours qu'il y a déjà eu des périodes de froid, de chaud. Et donc c'est Milankovitch qui les a mis en avant. C'est d'ailleurs des courbes qui ont été reprises par Al Gore dans son film Une vérité qui dérange. Et il s'est quand même permis un petit raccourci en disant que le CO2 entraînait à chaque fois le réchauffement climatique. Alors, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était faux. C'est le dégagement de CO2 était seulement visible 100 ans, une centaine d'années après les phénomènes de réchauffement. Le phénomène de réchauffement et de refroidissement mis en évidence par Milankovitch sont dus à des variations de rotation de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Voilà. Enfin, c'est passionnant comme principe, et c'est ce qui explique aussi le fait qu'on soit dans une période de réchauffement. À cette époque, la vigne donc, est présente à l'état sauvage et va suivre un développement plus ou moins grand autour du bassin méditerranéen en fonction de ces différents réchauffements et refroidissements. On appelle cette vigne présente à l'état sauvage Vitis sylvestris. Alors, elle est quand même assez différente de la Vitis vinifera qu'on connaît actuellement, dans le sens où elle a une floraison qui est assez étalée dans le temps. Donc, on va avoir des maturités de grappes assez variables au sein d'une même grappe. On a des fleurs qui sont séparées, enfin,
des organes mâles qui sont séparés des organes femelles. Donc aujourd'hui, les espèces qui sont cultivées sont autogames et hermaphrodites, alors que là, chez Sylvestris, on est séparés. Et donc, c'est une variété, une espèce qui peut voilà, s'exprimer en lisière de forêt, comme celle-ci. C'est une photo, c'est une espèce aujourd'hui qu'on rencontre. Et voilà comment était à l'état sauvage présente la vigne. Et bon, alors malheureusement, c'est une espèce qui va être vraiment impactée par la déforestation, par l'agriculture intensive, mais dès ses débuts, hein, donc on est autour de moins 8000. Et c'est aussi des espèces qui vont être très impactées par le médiou, le phylloxéra et l'oïdium. Donc voilà un petit peu, c'est des variétés qui étaient également sensibles. Et j'aimerais partager avec vous cette expérience. Donc, c'était en faisant du vélo entre Chassagne et Puligny et Saint-Aubin, plus précisément autour de Saint-Aubin, dans un talus. Juste après les vendanges de cette année, je suis tombé sur cette vigne dans les arbres. Alors, tout de suite, j'ai envoyé les photos à la famille Guillaume, à Vincent Delbos, et il m'a dit que c'était très certainement un hybride. Et François m'a confirmé que ça pouvait être un hybride issu d'un pépin qui était arrivé dans ce talus ou un morceau de sarment qui s'était développé. Et c'est là où on peut commencer à évoquer toute la force du vivant, dans le sens où ce morceau de pépin, ce morceau de bois a réussi à se développer dans un talus avec la concurrence des autres cépages, des autres variétés du talus, pour produire quand même, on voit, une jolie récolte et des raisins plutôt homogènes en termes de maturité, pas de maladie. Et voilà, donc bon, j'étais à vélo, je n'ai pas pensé à prélever un bout de sarment, mais bon, j'ai repéré où était le talus. Vraiment, est-ce qu'il n'y a pas un hybride qui a des caractéristiques intéressantes pour fournir un vin également qui l'est, que ce soit en équilibre, en quantité et en qualité. Vraiment, ça soulève des questions et ce pied-là n'avait pas été traité de la saison. Et on voit, bon, l'année dernière n'était pas importante en mildiou, mais pas un seul grain attaqué par l'oïdium. Alors, entre moins 450 000 et moins 8 000, l'homme est plutôt en mode chasseur-cueilleur. Donc, non, Greta Thunberg n'est pas une de leurs représentantes, lui non plus. Voilà un petit peu comment s'organisent nos communautés à l'époque. Voilà, avec une mode qui leur était propre. À ce titre, j'aimerais mettre en avant un livre qui est vraiment intéressant si vous avez envie de vous initier à la cueillette. Voilà, avec un ami qui m'a également initié, Damien Laforce, qui fait vraiment des... Voilà, si vous avez envie d'introduire dans votre cuisine de tous les jours, ça peut être vraiment sympa, un bouquin à recommander. Donc on avance un petit peu, on arrive du coup à moins 8000 avec le développement, la mise en place de l'agriculture, mais aussi de la culture de la vigne. Voilà une carte qui représente un petit peu comment ça va se développer. Donc à cette époque-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais bon, il ne faisait pas hyper chaud. Et du coup, c'est pour ça que la vigne s'est réfugiée dans ce qu'on appelle la Mésopotamie à l'époque, autour des fleuves. C'est vraiment cette région fertile où va se développer l'agriculture, la viticulture. Et on se rend compte que dès les débuts, on va avoir du commerce, des colonisations qui vont impacter la répartition de ces méthodes de culture. La religion aussi va avoir un impact assez important. Alors voici sans doute la première cuverie. Alors c'est sûr qu'on n'est pas dans l'état actuel des cuveries, que ce soit bordelaises ou même plus industrielles, hein, c'est plutôt à l'ancienne, pas beaucoup de technologie, mais enfin, ils arrivaient déjà quand même à faire du vin ici. Donc voilà, on peut imaginer nos premiers vignerons, nos premiers vinificateurs ici. Et non, ce n'est pas vous, Monsieur Parker. Ici, c'est notre première photo, enfin, notre première illustration de la vinification par les Égyptiens. La culture de la vigne en Égypte n'est plus trop d'actualité pour des raisons politiques et religieuses,
Mais voilà, il faut quand même s'imaginer que ça a été un croissant de vie très fertile. Et cette richesse, ce développement de l'agriculture, de la viticulture va aussi aboutir à une profusion de variétés. Le phylloxéra va malheureusement en détruire de nombreuses. Aujourd'hui, on en a à peu près encore 8000 d'identifiés. Et ce graphique qui représente cet arbre parental, cette photo de famille de la vigne cultivée, Vitis vinifera, représente à peu près 2000 individus. À ce titre, si ça vous intéresse de vous cultiver sur toutes les variétés qu'on cultive actuellement, je vous invite à aller sur ce site internet qui vraiment va vous permettre de sortir un petit peu du chardonnay, du sauvignon et du cabernet, ou encore d'autres. Alors, comment est-ce qu'on cultivait la vigne avant le phylloxéra? Alors, c'était assez simple. Il faut vous imaginer que le végétal, les cellules végétales sont totipotentes. Alors, ça veut dire quoi la totipotence d'une cellule végétale? C'est-à-dire que d'une cellule issue d'une tige, si vous la mettez dans un milieu adéquat, par exemple un pot de terre ici, avec un peu d'humidité, votre cellule qui était censée faire une tige va être capable de faire une racine. Et ça, c'est quand même dingue. C'est comme si sur notre doigt, on pouvait faire pousser un pied si ça nous plaisait, quoi. Et nous, on n'en est pas capable, mais il faut voir que le végétal, lui, il l'est. Et donc, clairement, c'est ce qui permet de bouturer. Et donc, à cette époque-là, certains prenaient un bout de sarment, le plantaient à côté et ça faisait un pied. Ou on pouvait faire aussi ce qu'on appelle du marcotage, du provignage. Alors, on avait des vignes qui étaient en foule, il n'y avait pas de rang, il n'y avait pas besoin de mécaniser, il n'y avait pas besoin de faire grand-chose. Et du coup, on enterrait un sarment de vigne et voilà, ça donnait naissance à un autre sarment de vigne. Et c'était assez facile quand même. À ce titre, je vous invite notamment à découvrir les vins du domaine Henri Marionnet, qui est pour moi un des domaines qui est vraiment intéressant en Loire, qui peut du coup permettre encore de faire de la viticulture en franc de pied, et voilà, qui a vraiment des cuvées avec des cépages anciens, du franc de pied. C'est vraiment un domaine que je vous invite à déguster si vous êtes friand de ce genre de technique aujourd'hui disparu. Voilà, au Moyen-Âge, comment est-ce qu'on pouvait cultiver en foule les vignes, les raisins, et voilà, ça avait l'air assez sympa. Un impact aussi, une présence assez importante de la religion, beaucoup de la culture par les moines, pour avoir du vin de messe, a été longtemps assurée par les monastères. Ici, on arrive à voir d'ailleurs un mode de conduite assez intéressant. En Suisse, qu'on appelle dans le Valais une méthode de conduite en diable, qui permettait d'avoir des productions, qui permet toujours d'ailleurs en Valais d'avoir des productions assez importantes. Je vous ai sélectionné aussi d'autres modes de conduite qui pouvaient être cultivés à l'époque, où on cherchait tout simplement à s'adapter à son environnement. On n'avait pas de bulldozer, on n'avait pas de pelle, on s'adaptait à l'environnement. On avait un verger, le verger vieillissait, et on mettait de la vigne à pousser dessus. Enfin voilà. Une autre illustration où on commençait peut-être aussi à cultiver en rang dès les débuts de la mécanisation. Ici, pourquoi pas, c'est une photo qui a été prise en Espagne, là où ils font le Vigno Verde, entre des arbres pour faire un brise-vent ou pour faire de l'ombre à une culture à côté. Alors, on peut vraiment imaginer tout un tas de modes de conduite. Ici, en pergola, des cultures qu'on peut revoir encore en Italie du Nord, ou un autre mode de conduite, enfin, ici en hautain, qui était un mode de conduite assez traditionnel aussi en Suisse, avec pourquoi pas de l'élevage de poules, de bovins, d'ovins en dessous. Alors voilà, ce graphique climatique aussi pour dire que même récemment, même à des échelles plus petites, on a vu Milankovitch à des échelles beaucoup plus larges, mais il y a des refroidissements, des réchauffements. Alors, on a eu un réchauffement plutôt au Moyen-Âge et on a eu un rafraîchissement assez important entre 1400 et 1800. C'est à cette époque-là, par exemple, où Dom Pérignon va rajouter du sucre et peut-être, il y a encore une part de légende, fonder la recette qui fera le champagne qu'on connaît aujourd'hui. Mais aussi, c'est l'époque où l'homme va peut-être même
faire l'œnologie la plus difficile à supporter, puisque du fait des faibles maturités qu'il obtiendra pendant cette période plus fraîche, ben, il va mettre par exemple du plomb dans son vin pour rendre le vin plus facile à boire. Alors ça va aboutir à ce qu'on connaît, le saturnisme ou la goutte qui est très présente dans la noblesse à cette époque-là. Et est-ce que déjà à cette époque-là, l'homme n'aurait-il pas mieux fait de revoir sa méthode de conduite plutôt que de trouver des solutions comme le plomb? Je commence à soulever des questions par rapport à l'impact de l'homme par rapport à la nature. Malheureusement, le phylloxéra va arriver, accompagné du mildiou et de l'oïdium, des choses sympathiques qui nous sont venues des États-Unis. L'Asie n'a pas toujours été le vecteur de virus sympathiques tels qu'on peut les connaître aujourd'hui. Voilà, un développement dans le sol. Donc le virus, enfin pas le virus, l'insecte s'attaque aux racines de la partie de la variété européenne et à la partie aérienne des variétés américaines. Alors on a essayé à cette époque-là quand même de tuer la bestiole, mais on avait affaire à un truc beaucoup plus fort que nous, que les traitements. On a essayé d'inonder les vignes même aussi, mais ça ne marchait pas, quoi. C'était de toute manière pas des solutions envisageables à l'échelle d'un vignoble. Voilà, ça fait des trucs sur les feuilles américaines qui ne sont pas jolies du tout. Vraiment, ça donne vraiment pas envie. Et alors là, on va quand même réussir à trouver une solution naturelle qui va réussir à prendre l'intérêt de la variété américaine et de la variété européenne pour produire sans avoir à utiliser de produits chimiques, ce qu'on appelle le greffage. Et alors, ça consiste en quoi? On prend la partie du bas américaine, la partie du dessus européenne, on assemble les deux avec ce qu'on appelle une greffe oméga, qui est vraiment quelque chose de simple à faire une fois qu'on a compris le truc. Comme je vous disais, la totipotence des cellules végétales va permettre à la greffe de prendre. Et voilà, bingo. Et on a un plant qui est capable de résister au phylloxéra sans aucun traitement. Et voilà, c'est clairement une solution durable, naturelle, sans intervention chimique, qui permet de répondre durablement à un ravageur. Alors voilà, la méthode s'installe dans les domaines et tout le monde est à peu près capable de faire ses plants soi-même chez soi. Alors, une belle photo de mildiou, hein, ça c'est venu en prime avec le phylloxéra, accompagné de l'oïdium. Et là, par contre, le souci, c'est le vignoble à ce moment-là est complètement en crise. Vraiment, on a dû arracher d'énormes quantités de vignes pour répondre au phylloxéra, à l'oïdium, au mildiou. Et il y a une solution qui a quand même été aussi mise en place, l'hybridation. On n'a pas seulement greffé de l'américain et de l'européen, on a fait se reproduire les fleurs entre elles. Mais assez rapidement, avec un vignoble en crise, les décisions qui sont encore parfois un peu floues aujourd'hui vont vont arrêter la production, la plantation de ces vignes hybrides qui avaient de ce que j'ai entendu, ça avait quand même clairement la réputation de surproduire. Et avec un vignoble en crise qui se replantait, qui avait parfois des surproductions, comme on a pu avoir qui ont pu aboutir jusqu'à des crises dans le Languedoc, on a décidé d'interdire ces variétés hybrides. Est-ce qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose? Là, peut-être que François Guillaume pourra nous en dire un peu plus sur ces variétés qui aujourd'hui ne sont plus exploitées. Comme on n'arrive pas à le traiter naturellement, ces ravageurs, on va commencer avec le ver morel, la bouille en cuivre, à appliquer de la bouillie bordelaise et du soufre. Alors au début, avec un bleu de travail et une pipe, on arrivait à combattre la maladie. Mais le problème, ça va être que je ne sais pas si c'est la maladie qui s'est adaptée, si c'est nos variétés qui sont de plus en plus faibles ou sensibles, mais le fait est qu'on va devoir gentiment, de plus en plus, trouver des moyens de plus en plus forts et polluants et lourds en impact carbone pour combattre ces ravageurs. Alors voilà un peu aujourd'hui comment on en est réduit pour tenir nos vignobles sains. Perso, ça ne me fait pas rêver. Ça non plus. Hein. Aujourd'hui, je me dis, mais est-ce qu'on n'a pas une solution naturelle pour combattre ces ravageurs ou pour évoluer gentiment avec ces ravageurs? Parce que demain, si aujourd'hui c'est ça, demain c'est quoi? On envisage déjà de mettre des robots. C'est quoi la prochaine étape? Alors, pour reprendre l'historique,
1864, début du phylloxéra. Et pour vous illustrer la crise de production que le connaît le vignoble, 1885, la production passe de 80 millions d'hectolitres à 25 millions d'hectolitres. Et à cette époque-là, il fallait s'imaginer encore que l'eau courante n'était pas présente partout et qu'on buvait facilement dans les fermes, dans les usines, on pouvait boire facilement 1 ou 2 litres de vin. Alors certes, ce n'était pas du vin à 14, mais clairement, l'eau, le vin était coupé aussi et répondait à un usage de consommation. Donc il y avait besoin d'en produire. 1907, comme je vous le disais, révolte des vignerons du Languedoc, ça va faire quand même 5 morts. Et pour réguler cette production, pour réguler aussi les notions de provenance, eh bien, on va commencer à parler de notion d'AOC en 1924. Les précurseurs se situent à Châteauneuf-du-Pape, notamment. 1935, interdiction des hybrides producteurs directs. 1947, création de l'INAO. 1960, sélection sanitaire, qui aboutira ensuite à la sélection génétique. Voilà. Bon, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis passé assez vite parce que j'avais vraiment à cœur de donner la parole à Thiébaut Hubert et puis à François Guillaume. Alors du coup, pour faire une image quand même de ce qu'on a fait et de ce qu'on a fait en arrêtant l'évolution, en disant qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je trouvais quand même ce que l'homme avait fait à nos vignes, je le compare un peu à ce que Hitler a fait avec sa race aryenne. Clairement, dans nos vignes, on a décidé, c'est cette variété, par exemple le chardonnay, qui va être sélectionnée, qu'on va cloner, reproduire de manière importante et multiplier. Moi, je suis désolé, quand on empêche la nature d'évoluer en harmonie avec son environnement, je ne trouve pas ça naturel. Et voilà, nos vignes aujourd'hui, je trouve qu'elles peuvent se comparer à cette jolie jeunesse hitlérienne, sauf que imaginez-vous qu'en plus d'avoir des individus différents, nous, on a pris ce petit jeune-là et on l'a dupliqué un maximum de fois. Et bon voilà, aujourd'hui j'accuse quand même un petit peu un organisme qui nous gouverne, qui a été créé il y a une soixantaine d'années, qui aujourd'hui, plus récemment, a essayé de nous expliquer qu'on pouvait produire du Bourgogne dans une aire d'appellation plutôt à historique Beaujolais, qui a fait notamment l'objet de manifestations très récemment. Pour illustrer quand même qu'on est entouré de clones et d'individus très peu diversifiés, 60% du vignoble français est uniquement représenté par 10 individus. Merlot, Uni-Blanc, Grenache, Syrah, Chardonnay, Cabernet, Cabernet Franc. Je vous parlais quand même de 8000 individus tout à l'heure. Et pourquoi on en fait seulement 10 ? Est-ce que c'est pour des raisons marketing, des raisons commerciales ? Il n'empêche qu'aujourd'hui, ce raisonnement aboutit à de forts dégagements CO2 et des traitements importants. Le CO2, justement, parlons-en. Cette courbe est assez claire, je pense. Et aujourd'hui, on attend quoi pour réagir ? Qu'est-ce qu'il nous faut ? Qu'est-ce qu'attendent nos gouvernements pour prendre une décision afin qu'on inverse la tendance ? On a les outils, il suffit d'accompagner la nature. Qu'est-ce qu'on attend ? Alors voilà, quelques sources. Évidemment, je pourrais vous les partager si ça vous intéresse. Je n'ai pas pu tout mettre. Nous avons eu des questions qui sont vraiment intéressantes et auxquelles on va prendre un moment pour répondre. Mais maintenant, j'aimerais vraiment confronter mes propos avec nos deux invités, Thiébaut et François. Est-ce que vous pouvez activer vos micros si vous êtes toujours OK pour passer un bon petit moment avec moi. Merci Thiébaut. Est-ce que François Guillaume, tu es dans les parages également ? Oui, on Super. m'entend ou pas ? Super. Oui. Vous maîtrisez largement mieux la technologie que moi. Alors voilà, j'espère que je n'ai pas trop parlé. Non, ça va. Est-ce que je suis passé trop rapidement sur certains points ? Est-ce que ça a été ? Écoute, tu as le mérite d'avoir ouvert effectivement plein de pistes de débat. Et ça, on ne peut que t'en remercier et je te remercie de ton invitation. Tu poses de sacrés problèmes, tu poses de sacrées questions.
qui vont même peut-être au-delà de la viticulture elle-même, mais qui sont une propre réflexion sur le vivant et qu'on a eu peut-être tendance à délaisser aujourd'hui, en tout cas pour en revenir à notre débat autour de la vigne. Il est clair qu'on ne peut que constater qu'il faut qu'on change. On n'est pas allé dans la bonne voie. On est aujourd'hui face à des impasses, qu'elles soient au niveau du végétal, mais qu'elles soient aussi au niveau de la réaction de la société par rapport au traitement qu'on a pu faire, etc. Et qu'il est urgent qu'on se remette en cause et qu'on retrouve de nouvelles pistes. À nous d'être suffisamment intelligents et ne pas de nouveau s'enfermer dans une autre piste qui nous porterait dans 50 ans aux mêmes conclusions qu'on est aujourd'hui. Et c'est là toute la difficulté, en fait. Donc, mais il y a des pistes, il y a des choses sur la table. Je crois qu'il faut, tu l'as dit, ne rien s'interdire, apprendre de notre histoire pour mieux rebondir dans le futur, parce que de toute façon, entre les enjeux climatiques d'aujourd'hui, les enjeux sociétaux face aux pesticides, il faut qu'on change et il faut que ça change. On est sur un pas de temps un peu long sur la ligne, hein, on n'est pas sur un pas de temps très rapide, mais si toute la filière s'organise, on peut ouvrir des pistes intéressantes. Justement, tu parles de toute la filière. Alors, j'aimerais donner la parole à François. J'ai utilisé une image assez forte pour interpeller nos auditeurs. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette comparaison de nos vignes à la jeunesse hitlérienne? Est-ce que c'est pas un peu fort? Est-ce que je suis pas allé trop loin? Est-ce que c'est un peu vrai quand même? Ah, c'est bon, certes un peu fort de comparer de cette manière-là, mais non, ce qui est vrai, il faut garder en tête que donc nous, pépiniéristes, il y a deux schémas qui ont été suivis. Donc le premier, ça a été cette sélection sanitaire. Après l'interdiction des cépages qui étaient très productifs, euh, il a fallu, donc je suis en train de voir les messages. Non, alors on ne protège rien. Nous, les pépiniéristes, sans nous, de toute façon, il ne pourrait pas y avoir de vignes sur Terre, à part dans quelques pays et quelques endroits privilégiés dans le monde, à cause de cet insecte, le phylloxéra. Donc, il y a eu des crises viticoles qui ont existé, qui ont fait disparaître des variétés, qui en ont forcément fait apparaître des autres. En revanche, là où je veux en venir, c'est que cette sélection sanitaire, ça a permis tout de même d'arriver à des modèles qui étaient nécessaires à une époque. On est passé de 80 millions d'hectolitres. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, la viticulture était vraiment en crise. Alors, est-ce que maintenant c'est toujours le cas? Voilà la question. Il y avait à une époque un besoin de réguler quelque chose. Maintenant, il y a des changements climatiques, il y a des changements économiques qui arrivent. Et là, tout ce que souligne bien cette présentation, c'est que nous, on ne peut pas rester figé sur ce qui a été décidé il y a 40, 50 ans. Il faut qu'on puisse évoluer. Et malheureusement, c'est compliqué dans certaines parties du monde. Mais moi, encore une fois, nous, on n'est pas en Bourgogne, on est en Haute-Saône, on fait ce qu'on veut. Et c'est l'avantage pour chez nous de pouvoir, nous, on peut tester toutes les variétés qu'on veut puisqu'on n'a pas de régulation. Alors après, il y a l'enjeu économique qui va de toute façon influencer le choix de certaines personnes de planter telle ou telle variété ou de conduire de telle ou telle manière c'est un vignoble, de toute façon. Et justement, Thibaut, est-ce que l'Europe avait quand même essayé d'alléger, d'ouvrir un petit peu en autorisant par exemple la plantation de vignes en vin de France? Et c'est comme ça que j'ai réussi à planter 80 arts de Sauvignon à Corpeau. La Bourgogne, tout de suite, a fermé les taux. Est-ce que ça n'aurait pas été intéressant que justement les vignerons se disent pourquoi est-ce que je ne peux pas essayer? Est-ce que ça n'aurait pas ramené un peu de diversité? Est-ce qu'on n'a pas perdu une occasion justement de... Je pense qu'on n'a pas perdu. Alors effectivement, on n'a pas la possibilité en Bourgogne de planter directement à côté
de l'aire d'appellation des vins de France, ni dans l'aire d'appellation elle-même. C'est-à-dire que tu ne peux pas planter à Chassagne-Montrachet des vins de France ou au milieu du territoire de Volnay. Pour juste une simple raison, c'est qu'on n'a aucun outil pour réguler le cépage que tu vas mettre dessus et pour éviter qu'il y ait des transvasements d'une appellation à l'autre qui ne sont pas forcément dans le même cahier des charges. Donc ça, c'est un peu technique, mais voilà. La possibilité de prendre des vins de France, tu peux le faire dans 2 communes autour de l'aire de l'appellation. Tu peux le faire dans la plaine, il n'y a aucun problème là-dessus. La porte n'est pas fermée. Je pense que ce n'est pas forcément là le débat le plus important. Pour moi, le débat le plus important, c'est quelles orientations et quelles expérimentations on met au sein de notre filière pour pouvoir se dire, bon ben voilà, on a maintenant plus que 2 saisons quasiment, un automne et un été. On s'aperçoit que notre matériel végétal a du mal avec ça, avec ces périodes de longue sécheresse. On a du mal avec les variétés de pinot noir et de chardonnay qu'on a aujourd'hui, mais peut-être parce que c'est lié au porte-greffe sur lequel on est adapté. Enfin voilà, la porte est ouverte à tout aujourd'hui. Je crois qu'il y a une volonté vraiment de toute la filière et de travailler main dans la main avec les pépiniéristes pour essayer de trouver des solutions. Maintenant, remettre en cause effectivement l'encépagement historique de la Bourgogne, le phylloxéra, c'est pas si vieux. À un moment donné, la création de l'INAO, il faut se servir quand même de l'histoire. Il ne faudrait pas qu'on recrée, qu'on reparte dans une mauvaise direction qui nous fasse revenir au point zéro dans 50 ans parce qu'on aura fait des mauvais choix. Et c'est pour ça que moi, je suis plus de dire il faut s'ouvrir, ne rien s'interdire et s'ouvrir beaucoup de portes, autoriser plein d'expérimentations. On est sur un pas de temps long. La vigne, on ne va pas la changer comme ça. On a mis 50 ans à remonter notre vignoble après le phylloxéra. Donc, on ne va pas le changer en 5 ans. Mais par contre, il faut qu'on puisse autoriser tout ce qui est à tester. Alors justement, c'est hyper intéressant ce que tu dis, Thibaut. Tu t'imagines bien si en matière d'expérimentation, je suis toujours assez à l'affût de ce qu'on peut faire. Mais honnêtement, quand j'ai vu la lourdeur administrative pour planter le moindre cépage ou la moindre variété, et puis tu dois faire un dossier, tu dois rendre des comptes à tout un tas d'organismes, il n'y a aucun plaisir, quoi. Franchement, non, mais il faut aussi voir qu'on a des consommateurs et nos clients qui sont très exigeants sur la qualité sanitaire de ce qu'on met dans leur verre ou dans leur assiette. Ça, c'est quand même quelque chose qui a énormément changé ces 10 dernières années. C'est que, et moi je trouve ça très bien, c'est qu'on amène des garanties sanitaires sur ce qu'on mange et ce qu'on boit. Et si on a une crise sanitaire et pandémique aujourd'hui, c'est peut-être lié un peu à ça. Donc moi, qui est des garde-fous. Aujourd'hui, la filière pépinière, enfin là, François pourra en parler mieux que moi, mais elle est super encadrée d'un point de vue réglementaire, juste pour ça, pour garantir aux consommateurs qu'il n'y a pas de risque sanitaire. Alors, ça nous enferme dans un carquois. Je suis bien d'accord. Du coup, on n'a pas les coups des franges pour faire ce qu'on veut. Mais ceci dit, on est obligé de travailler là-dedans et je crois qu'on le doit aussi à nos clients, c'est de dire il n'y a pas de risque, quoi. C'est pas le dossier amiante dans 20 ans. Tu aimes bien les trucs un peu chocs. Et ben voilà, je pense qu'il vaut mieux qu'on dise à nos clients qu'ils peuvent continuer à boire du vin et des vins de chez nous parce qu'il y a cette garantie sanitaire. Je peux te reprendre, François. Non, mais nous, et encore une fois, nous, on ne pourra jamais avoir tout le monde d'accord et tout le monde sur ce genre de thème. Parce que nous, ce qu'on voit, c'est en effet, il y a des changements qui sont en train de se passer, des gros changements. Après, on ne peut pas tout changer il s'est passé énormément de choses ces 15 dernières années. Mais on ne peut pas tout changer du jour au lendemain de toute façon. Et on ne peut pas se lancer trop dans l'inconnu. On ne sait pas non plus, donc c'est impossible de savoir ce qu'on aura dans 100 ans, dans 200 ans, mais il ne faut pas oublier qu'une vigne, c'est parti pour au bas mot 60 ans, et il y a certaines vignes qui durent facilement 80 ans. Donc, c'est tout un système qu'il faudrait remettre en compte si on voulait juste changer de cette manière-là. Nous, en fin de compte, en tant que pépiniéristes, on doit assurer 2 choses de toute façon. La première chose, c'est de ne pas multiplier des maladies, peu importe la variété. Et c'est de là que vient la sélection sanitaire. C'est comme, je ne peux pas, moi, pépiniériste, multiplier des virus, parce que c'est comme ça que ça se multiplie. C'est un des vecteurs, le pépiniériste peut être un des vecteurs s'il ne travaille pas bien. Ça, je ne peux pas le faire.
Et même moi, éthiquement, ça me paraît pas, je ne peux pas multiplier de la maladie. Donc ça, c'est la première sélection des pépinières. Et la deuxième, c'est la sélection donc, génétique. Donc là, on parle de clones, on parle de variétés. Mais faut pas oublier, pour sélectionner rien qu'un clone, pour vous dire, donc le pinot noir existe depuis 700 ans. Et on a à disposition à peu près dans le pinot noir une grande variété. On a 50 clones, donc c'est des choses certifiées, propres, on connaît les caractéristiques, mais qui ont évolué aussi au cours du temps, hein, qui s'adaptent en fonction du changement. Ça, on le voit. En revanche, pour certifier, pour savoir si un clone vaut la peine d'être étudié, il faut entre 15 et 20 ans. Donc, ce que moi, je suis en train d'étudier maintenant, ce que je découvre cet été dans une vigne qui a 100 ans, je pourrais être sûr de le proposer à quelqu'un avec des caractéristiques, des choses qui pourraient être intéressantes par rapport au changement climatique, entre autres, mais peut-être une certaine moindre sensibilité à des maladies, je le saurai dans 20 ans, en fait. Et c'est là que ça pose un petit peu problème, puisqu'on aimerait tout avoir tout de suite, mais ce n'est pas possible avec la ville. Et de la même manière qu'avec des variétés, en fin de compte, qui peut-être sont oubliées maintenant, avant de savoir si ça marche, il faut les essayer, mais ça va mettre du temps. Et peut-être que oui, alors peut-être que on savait que le Pinot, le Chardonnay marchait très bien en Bourgogne et on n'a pas peut-être voulu chercher, peut-être parce qu'on était dans un certain confort, la ligotée va très bien, chercher beaucoup plus loin pour certaines autres variétés qui pourraient aller mieux. Mais bon, il est temps de se poser les questions et de voir, il n'est jamais trop tard non plus pour y aller maintenant. Moi, j'aimerais bien, par rapport à ce que vous venez de dire tous les deux, enfin, qui a envie de continuer à faire du tracteur? Les tracteurs, ils polluent, ils dégagent du CO2, ils tassent les sols. Franchement, moi, si je pouvais arrêter de faire du tracteur, ça m'arrangerait bien. Euh, Ensuite, nos vignes, vous parlez d'amélioration sanitaire, il n'y a jamais eu autant de problèmes de cournoies, de maladies, Oui. de bois noir. Donc, tu peux produire, François, les meilleurs plants que tu veux. De toute manière, dès l'instant où on les met sur nos sols, 5 ans après, c'est foutu. Donc, est-ce que Quand même, pas 5 ans, quand même. Sinon, aujourd'hui, il n'est pas grand temps de se dire, euh, il n'est pas enfin temps de se dire, ben, mais on change tout, on remet des arbres dans nos vignes, on arrête d'utiliser le tracteur, on veut de la transparence auprès du client, ben, disons-lui carrément, ben, venez dans nos vignes, ce sera un véritable verger. Aujourd'hui, on a la capacité, on l'a vu, d'avoir des sélections qui peuvent produire. Aujourd'hui, si on s'amuse à mettre des arbres dans nos vignes, ben, ça ne va pas être possible ou ça va complètement être dénaturé parce que on va avoir trop de concurrence, on va avoir des variétés qui vont crever parce qu'elles vont être en concurrence avec les arbres. Les essais d'agroécologie qu'on met en place actuellement ne sont quand même pas hyper concluants parce que nos variétés traditionnelles ne sont pas prêtes, ne sont pas abouties pour faire une vraie viticulture. Et quand dans ma présentation, je montrais des paysages quand même qui étaient sympas, ça donnait plus envie que de voir un gros 809 de chez Bobard traverser ou écraser un cycliste sur la véloroute, non? Non, mais ça, alors, bien sûr qu'on a tous envie de tout arrêter et de produire le meilleur vin du monde au milieu des arbres avec des abeilles qui tournent autour de nous. Ça, mais je suis bien d'accord avec toi, mais tu es le premier à savoir, comme moi, que ça ne va pas se faire comme ça. Et pourtant, moi, je suis en bio depuis 2001, je suis en biodynamique depuis 2005, donc ça fait quand même un petit moment que j'essaie de cultiver le vivant. C'est possible. Il faut qu'on libère un peu, effectivement. Il y a peut-être la première chose à faire, c'est qu'on libère un peu plus la filière et sur ses essais pour qu'on puisse avancer un petit peu plus vite. Peut-être qu'on accélère le processus d'état sanitaire des plants. Enfin, voilà. Mais en même temps, tu es le premier à dire que quand tu plantes et que 5 ans après, tu es obligé d'arracher, tu n'es pas content. Donc, mine de rien, il est important ce passage. Donc, tu vois, la problématique, elle est très complexe. Aujourd'hui, elle nous pète un peu à la gueule parce que pendant, je pense, une trentaine d'années, l'agriculture en général a été un peu écervelée.
C'est-à-dire que c'était post-guerre, tout est arrivé, la chimie, les tracteurs, c'était beaucoup plus facile, on avait de l'électricité, de l'eau courante, le téléphone, la télé, Internet, top, quoi. Sauf que maintenant, ça nous pète un peu à la gueule. Et que là, on se dit, mince, on n'a peut-être pas pris la bonne voie. Il se trouve qu'en plus, avec toute l'industrialisation, le climat change et que notre modèle de vivant ne va plus. Et ça, quand même, on va avoir un peu de temps, on va mettre un peu de temps à changer. On va pas, ça va pas être d'un coup d'un seul. Même si, je te rejoins, on espère tous remiser nos tracteurs et reprendre du cheval, etc. Écoutez, merci beaucoup. Alors, je me permets juste de répondre. Il y avait une question qui était posée par rapport par Grégoire Béraud sur le délai de 20 ans pour étudier un clone ou un cépage et de demander si ce n'était pas plus le travail des labos de biologie. Alors, en fait, c'est le travail du labo, on va dire, il se limite à faire surtout des analyses ADN et étudier les gènes d'une variété ou d'un clone. Parce que, pourquoi ça met 20 ans? En fait, et ce n'est pas du tout ce qui est le plus long. Ce qui met beaucoup de temps à être étudié, c'est le comportement de la vigne au fil des années. Et parce qu'une vigne qui a 5 ans donne pas le même vin quand elle aura 15 ans et encore moins quand elle en aura 40 ans. Et c'est ça, en fait, la grande inconnue que nous, on se limite à 20 ans, mais en fin de compte, la vigne, c'est comme un humain. Au cours de sa vie, elle va modifier sa production, la quantité, mais aussi le type de production qu'elle va produire. Donc, les labos peuvent aider dans tout ce qui est un mapping génétique, savoir s'il y a des résistances, parce que ça, on connaît les gènes, on connaît le génotype, ces choses-là. Mais après, le comportement d'une vigne, ça se voit dans un champ, et ça, il faut du temps. Il n'y a pas d'autre solution. Bon, Armand, juste pour finir, j'en ai pour 2 minutes, hein, mais quand même qu'on laisse une note positive à tout notre auditoire. Effectivement, il y a des soucis. Effectivement, on se pose beaucoup de questions aujourd'hui par le réchauffement climatique, par cette prise de conscience sur l'abus de pesticides, l'empreinte carbone qu'on peut laisser sur notre globe. Ça, aujourd'hui, et tant mieux, on en a pris réellement conscience et on l'a pris à bras le corps. Alors, ça va jamais assez vite pour ceux qui veulent aller encore plus vite. Mais quand même, la réflexion, elle est là. Moi, je pense qu'on garde quand même une belle qualité de nos produits. Ils sont toujours un peu garantis quand même par cette notion d'appellation d'origine contrôlée. Ne l'oublions pas, a fait beaucoup pour les vins, même si des fois ça nous emmerde un petit peu. Mais voilà, il y a une grosse remise en question. La machine est en marche et faites confiance à vos vignerons pour qu'on aille dans le bon sens. Merci Thibaut. On va pouvoir continuer un peu à échanger aussi autour des questions qui nous avaient été posées au préalable de cette visio. Pas évident, hein, désolé, j'ai vu qu'il y avait des questions qui étaient posées aussi en direct. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde. On essaiera d'y répondre après la visio. Quelle est votre vision de l'avenir de la viticulture en France? Alors, on peut faire une réponse peut-être chacun notre tour. Ça serait intéressant de comparer notre vision à tous les trois. Alors moi, je m'étais écrit que Woody Allen disait qu'il aimait bien le futur car c'est un endroit un endroit où il allait passer une bonne partie de son temps. Moi, j'aimerais bien que les exploitations gagnent en autonomie, dépendent beaucoup moins des vendeurs de produits ou de matériel. Et voilà quelle vision j'aimerais beaucoup qui se développe. Et je pense que Thibaut travaille énergiquement, toute la filière travaille énergiquement dans cet esprit-là. Donc voilà la réponse que je voulais apporter à ta question, Pauline. Thibaut, si tu souhaites apporter quelque chose. Écoute, moi, je reste sur un précepte biodynamique, hein, c'est l'harmonie. Je crois que l'harmonie, c'est important. L'harmonie, c'est un équilibre qui se fait entre le terrestre, l'humain, le céleste. Donc voilà, à partir du moment où tu arrives à mettre en harmonie l'homme, sa terre, la planète et tout ce qui va autour et tout l'environnement, on y arrivera. Aujourd'hui, je pense qu'il y a
quelque chose qui ne va pas. À nous de le corriger. François? Non, alors, moi, ma vision de l'avenir de la viticulture en France, alors déjà, ça va bien se passer, je sais, sans dire de nom, il y a des gens qui disent que la vigne va disparaître en France. Ça, c'est complètement faux. La vigne ne disparaîtra pas d'ici quelques années en France et il y aura encore du vin à boire, ça c'est clair. Sur 10 ou 20 ans, encore une fois, c'est du court terme pour moi sur la vigne. Qu'est-ce qui va se passer en viticulture? Il y aura toujours du pinot, du chardonnay en Côte d'Or. Ça, c'est clair. En revanche, il y a des nouvelles choses, genre les porte-greffes dont Thibaut parlait avant. Donc, on fait des essais. C'est long à mettre en œuvre, c'est long à étudier. Et encore une fois, on ne veut pas se tromper. Donc, il y aura les vins, il y a des caractéristiques qu'on veut garder. Et il y a donc pour cela, on a des outils à notre disposition. Après, sur 20 ans, on peut aussi imaginer qu'il y a des gens qui vont essayer d'autres variétés qu'on avait moins l'habitude de trouver, donc qui passeront outre certaines variétés qu'on avait l'habitude de trouver dans certaines régions. Je parle entre autres parce que je sais qu'on en parle beaucoup en Bourgogne, mais voilà, la Syrah, nous on en a en Franche-Comté. C'est bizarre de penser que la Syrah marche en Franche-Comté. Ça fait un vin particulier, c'est pas du pinot. Donc après, ça dépendra des goûts des consommateurs. Et tout le monde ne pourra pas faire non plus de la Syrah dans 20 ans. C'est pas possible. Donc, la vision de l'avenir de la vitie en France, en même temps, elle va changer. Ça ne sera pas pareil que maintenant. On va plus aller sur du naturel, de la biodynamie, moins d'intrants dans les vignes, la laisser se débrouiller au maximum, plus de naturel, c'est sûr. Après, la main de l'homme sera là, c'est clair, on sera toujours ici. Et encore et ça dépendra du modèle, parce qu'on ne pourra pas tous vendre des bouteilles 500 € non plus. Et il en faut pour tout le monde. Ça, c'est important à prendre en compte aussi. Les coopératives dans le Languedoc, elles existeront toujours dans 20 ans. Merci François. Pensez-vous que le modèle que vous essayez de développer est adaptable à toute la filière viticole? Alors, c'est vrai que je n'ai pas forcément dressé un tableau très positif ce soir, mais quand je vois quand même, par exemple, le CO2, et c'est un dossier sur lequel j'essaye de pas mal travailler et que j'essaye sur lequel de suivre, malgré tout ce qu'on essaye de faire, enfin, et on le voit, à chaque fois, c'est repoussé. On n'arrive pas à baisser notre production de CO2 parce qu'on veut toujours des tracteurs plus puissants. Et je remets une couche de pessimisme, mais j'ai un peu l'impression que dans le film, on est un peu comme dans le film La Haine. C'est ce jeune qui tombe de l'immeuble et on dit jusqu'ici, tout va bien. Mais il y a des incendies en Australie, il y a des incendies en Californie. Il fait 50 maintenant dans nos vignes en plein été. Est-ce qu'il n'est pas temps de dire, faut pas, on arrête d'acheter vos tracteurs, ça dégage trop de CO2, quoi. Donc, pour répondre à la question d'Aurélien Menu, j'espère qu'on va pouvoir arrêter de mettre des engrais en favorisant par exemple des semis de luzerne, de vèze, de pois, de lentilles. Et j'espère qu'on va pouvoir arrêter d'acheter des produits. Mais est-ce que c'est applicable à toute la filière? Vu les barrières qu'on a soulevées ce soir, à court terme, non. Voilà ma réponse. Moi, je mets des bémols, je pense que c'est possible. C'est possible, c'est une volonté. Après, il y a peut-être un modèle économique à changer. Hein. On a tous des exploitations, des salariés, des machins, enfin, vous savez, comme tous. Hein. On a des charges qui ont plutôt tendance à augmenter qu'à baisser, malheureusement. Donc voilà, on s'inscrit dans un modèle économique qui nous pousse pas forcément dans le bon sens. Donc il faut peut-être commencer aussi par revoir le modèle économique. Et quand je parle du modèle économique, c'est un système de rendement, etc., qui nous amène à des rentabilités d'exploitation. Mais je pense que si la volonté elle est là, c'est adaptable à toute la filière. Après, le pas de temps, effectivement,
effectivement, là aussi, on ne va pas le faire en 10 ans ou en 20 ans. Ça prendra un peu plus, mais je pense que malgré tout, l'état d'esprit a déjà énormément changé en l'espace de 10 ans, avec cette nouvelle génération plus formée, etc. Je vais répondre en même temps à Marie Baltus sur la partie des arbres. Alors effectivement, il y en avait beaucoup plus à un moment donné, avant la mécanisation. Beaucoup de vergers ont disparu, des vergers c'était au milieu des vignes, etc. Il y a quand même une forte tendance aujourd'hui à ce qu'ils s'en replantent de plus en plus. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Tout le monde a pris conscience que l'écosystème autour de nos vignes était quand même très, très important. Et c'était une façon de lutter aussi contre les ravageurs. Donc, là-dessus, je suis plutôt assez optimiste parce que même sur des parcelles en appellation, on voit de plus en plus d'arbres se replanter ou reprendre leur place. Donc, mon tour, moi je partage, je vais être très court là-dessus puisque je partage énormément ce que Thibaut a dit. En effet, le modèle, il est adaptable à toute la filière viticole, ça c'est clair. Après, c'est qu'une question de volonté et c'est une question, encore une fois, les humains, est-ce qu'ils voudront le faire ou pas? Et par rapport aux arbres, oui, voilà, par rapport à, c'est un réservoir, ça permet de lutter, ça aide contre certains insectes, certaines maladies. Donc oui, c'est quelque chose. Est-ce je ne sais pas bien quelle place ils avaient il y a 100 ans non plus, mais ils reprennent une place importante, pas que dans les appellations d'ailleurs, mais partout en France, où l'effet bénéfique d'avoir de la diversité au sein d'un paysage, en fait, apporte un équilibre et permet toujours voilà, de mieux lutter contre certains ravageurs ou maladies. Alors, sur la question de Fleurine, c'est peut-être faire… on n'a pas assez évoqué le travail qui est effectué sur les variétés résistantes. Comme il y a déjà peut-être un travail qui est fait en Suisse avec le Gamaret, le Gara Noir, le Doral. Est-ce que François, tu peux nous dire peut-être un mot sur la stratégie qui est faite par la filière des pépinières à ce niveau-là? Je pense que c'est là où voulait, la question que Fleurine voulait poser. Alors oui, alors, se pencher sur les conservatoires de nouveaux cépages. Alors, si c'est des nouveaux cépages, il n'y a pas encore normalement de conservatoire. Mais, enfin, je comprends, il y a des conservatoires d'anciens cépages et que nous, on a en fait. Quelqu'un parlait d'eugénisme. Alors, c'est vrai que nous, les gens, ils ne vont pas multiplier un plant de vigne qui se comporte mal à un moment. Si en ce moment, je vois une plante qui ne produit rien du tout, je ne vais pas multiplier un plant de vigne qui ne va rien produire pour un viticulteur. En revanche, pour des cépages, c'est différent parce que des cépages qui ne marchaient pas bien, parce qu'ils ne mûrissaient pas, parce que toutes sortes de choses avaient des soucis il y a 40 ans, il y a des cépages qui reviennent parce que maintenant, alors, dû au changement climatique, sont des cépages qui sont en effet, qui donnent des très bons vins et qui maintenant sont adaptés. Encore une fois, on ne plantera pas au nord ce qui sera planté au sud, c'est pas possible. Mais nous, par exemple, on a aussi des clones de Pinot Noir qui, il y a 15 ans, ne mûrissaient pas, étaient catastrophiques et bien sûr, personne n'en voulait. Et bien maintenant, des gens veulent ces clones-là parce que, grâce ou à cause, alors ça dépendra de quel côté on est, mais grâce au changement climatique, c'est devenu des choses intéressantes. Et nous, on a des conservatoires, on a des vignes, des parcelles de plantes mets. Donc, comme les choses changent, c'est pas parce que quelque chose est mauvais à un temps défini qu'il le sera forcé. Il l'était avant ou il le sera plus tard. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir cette base de données, de toute façon. Formidable. C'est des mines d'or, ces conservatoires pour nous. Je rejoins tout à fait François. Hein. C'est heureusement qu'on a créé des conservatoires. Malheureusement, on a probablement perdu pas mal de sélection massale et d'attitude de cépages sur Pinot, Chardonnay, Aligoté, Gamay
malheureusement maintenant sont disparus. Mais on a quand même su en protéger un certain nombre et en conserver un certain nombre. Et aujourd'hui, pour nous, c'est un vivier super intéressant. Donc ça, c'est une chance. Super. Bah, écoutez, est-ce qu'il y a eu d'autres questions? Dernière question de Pierre-Charles sur les hybrides. Pierre-Charles Gandillon, pensez-vous que les hybrides puissent être une solution? Alors, j'ai répondu que forcément, c'était plus quand même quelque chose qui m'intéressait énormément. Et voilà, mais enfin, on va même… et c'est là où je n'étais pas sûr de ce que tu disais tout à l'heure, Thiébaut, par rapport à la plantation de vin de France dans l'aire d'appellation, car Charlotte m'a plus ou moins fait comprendre que sur une parcelle en Coteaux-Bourguignon, j'avais le droit de la déclasser et de planter du vin de France. Est-ce que… Alors, ouais, bon, on va peut-être pas rentrer dans de la technique, mais si je te parlais d'aire d'appellation village, premier cru, etc., où là, tu n'as pas la possibilité de planter des vins de France, mais effectivement, dans l'aire d'appellation Coteaux-Bourguignon, il y a une possibilité. Bon, elle est quand même assez réduite en termes de surface, mais il y a une possibilité. Les cépages hybrides et les cépages résistants, ça peut être quand même une piste assez intéressante. Notamment par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure et les pesticides. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a quand même toute une législation qui va autour de la protection des populations par les pesticides avec ces zones de non-traitement. Et que là, ça peut être pour nous une opportunité d'avoir des cépages qui résistent sans traitement aux maladies contre lesquelles on se bat, à savoir le mildiou, l'oïdium et la pourriture, hein, qui sont quand même les trois maladies prépondérantes. Je mets à part les maladies du bois, hein, qui sont un autre souci. Mais voilà, donc effectivement, il y a déjà des essais, hein, il y a même pas mal, hein, il y a même des essais grandeur nature qui se font en Saône-et-Loire sur des cépages résistants. La législation bouge au niveau de l'INAO et de nos cahiers des charges pour pouvoir autoriser dans une certaine proportion ces cépages résistants. Donc voilà, la machine, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, et c'est pour ça que j'ai quand même un discours assez positif et optimiste, c'est de dire que la machine est en route. On a pris conscience qu'il fallait qu'on fasse bouger quand même un peu les lignes réglementaires pour qu'on puisse quand même préparer la viticulture de demain et de nos petits-enfants. Bah, écoutez, super. Il est temps de quitter. Orion et Ravel, mes deux teckels en ont décidé ainsi. J'ai beaucoup aimé, Thiébaut, quand tu as dit que le fil conducteur pouvait être l'équilibre. Pouvait être l'équilibre. Et c'est vraiment une des notions qui à l'époque m'avait attiré vers la biodynamie, l'équilibre du vivant, l'équilibre du sol, l'équilibre des parties aériennes. S'il y a bien un principe en biodynamie qui est fort, c'est celui-là. Et voilà, j'ai bien aimé aussi que Thiébaut t'ait apporté l'optimiste, moi qui suis arrivé pour… Voilà, c'est peut-être un peu représentatif aussi de mon parcours, hein. Je me souviens quand on s'est battus tous les deux pour essayer de trouver des solutions, notamment sur la grêle, qui nous avait fortement impacté tous les deux. C'était un peu, je me souviens, tu m'avais dit, t'inquiète pas Armand, on va trouver des solutions, et ça s'était fait comme ça aussi. Donc ce souvenir me fait penser à ça aussi ce soir. Et puis, merci à toi François pour avoir apporté la technicité et également le travail qui est fourni par la filière des pépinières de ton côté. Voilà, écoutez, merci pour vous deux. Merci. François, j'espère que tu vas bientôt être papa et que tout va bien se passer. On a peur de ne pas t'avoir ce soir. Merci beaucoup Thiébaut pour ton temps et pour le travail que tu consacres à toute la filière du vin. Merci à vous qui étiez vraiment nombreux et on a vraiment été touchés que vous soyez aussi nombreux à nous suivre ce soir. Et n'hésitez pas, si pour les prochaines visios, vous avez des attentes particulières, on essaiera de s'adapter. Bonne soirée à vous et surtout… Bonne soirée à tous. Merci. Merci Armand. Au revoir. Au revoir.